Tucker Carlson a interviewé Massoud Pezeshkian d'Iran. Or, l'Iran vient de subir une attaque soutenue par les États-Unis et Israël, une attaque qui a coûté la vie à près de 1000 Iraniens. Il y a eu un bombardement des sites nucléaires iraniens. L'opération True Promise 3 a porté de lourds coups à Israël et a forcé ce dernier à supplier pour un cessez-le-feu. On considère souvent cela comme une guerre entre Israël et l'Iran. Mais bien sûr, les États-Unis y jouent un rôle central. Et alors que cette interview était diffusée, Donald Trump rencontrait Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche, et des rapports indiquent que Trump donnera son feu vert à de futures attaques d'Israël contre l'Iran. Mais réagissons à cette interview. Elle va être diffusée à une vitesse de 1,5. C'est parti. Il y a une pause, ou il semble y avoir une pause, dans la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Comment pensez-vous que cela va se terminer? Comment aimeriez-vous que cela se termine? Nous n'avons pas commencé cette guerre, et nous ne voulons en aucun cas qu'elle se poursuive. Depuis le tout début, la devise de mon administration, à laquelle je me tiens toujours, est la liberté. Favoriser l'unité nationale à l'intérieur du pays, et également promouvoir la paix, la tranquillité et l'amitié avec les pays voisins ainsi qu'avec le reste du monde. Le président américain, Donald Trump, a déclaré que les États-Unis avaient bombardé vos installations d'enrichissement parce que le gouvernement iranien avait refusé d'abandonner son programme nucléaire et qu'il ne pourrait y avoir de paix tant que l'Iran ne renoncerait pas à ce programme nucléaire. Seriez-vous prêt à abandonner le programme nucléaire en échange de la paix? J'aimerais vous expliquer ce qui s'est passé. Et c'est Netanyahou, depuis 1984, qui a créé cette fausse mentalité selon laquelle l'Iran chercherait à obtenir la bombe nucléaire. Il a laissé entendre que l'Iran essaye de développer une arme nucléaire. Je comprends la façon dont le président Pezeshkian présente les choses, mais il n'y a pas que Netanyahou. En effet, Netanyahou a répété à plusieurs reprises, depuis 1984, que l'Iran était à quelques semaines d'obtenir une arme nucléaire, à une semaine, à quelques jours près. Mais les États-Unis ont fait la même chose. C'est important. Je comprends que Pezeshkian et l'Iran souhaitent négocier avec les États-Unis, notamment sur l'allègement des sanctions. Donc je comprends le contexte. Mais en même temps, il faut noter que prétendre qu'Israël est seul responsable ne donne peut-être pas une vision complète de la situation. Ce récit a été promu par le passé et il a été ancré dans l'esprit de chaque président américain depuis lors pour leur faire croire que nous voudrions posséder la bombe nucléaire. Mais la vérité est que nous n'avons jamais cherché à développer une bombe nucléaire, ni dans le passé, ni actuellement, ni à l'avenir, car cela est mal et va à l'encontre du décret religieux, ou fatwa, émis par son éminence, le guide suprême de la République islamique d'Iran. Il nous est religieusement interdit de poursuivre la fabrication d'une bombe nucléaire, et cela a toujours été confirmé par notre coopération avec l'AIEA, car ils ont toujours été présents pour vérifier et attester que nous n'avons jamais voulu de bombe nucléaire. Mais malheureusement, cette coopération a été perturbée par les attaques illégales contre nos installations nucléaires. Et je veux aussi ajouter à cela, tout le monde, que lorsque nous parlons de ces attaques nucléaires, il ne s'agit pas seulement d'Israël perturbant les négociations, parce que le régime israélien voulait saper les discussions entre les États-Unis et l'Iran. Non, nous parlons de Donald Trump, littéralement, de l'administration et d'Israël collaborant ensemble pour utiliser les négociations afin d'endormir l'Iran, de le plonger dans une sorte de somnambulisme pour qu'il ne se rende pas compte de l'attaque imminente, que cette attaque était planifiée par Israël avec le feu vert et bien sûr la coordination des États-Unis, car Israël n'entreprend rien en dehors de ses soi-disant frontières sans les États-Unis. Mais en réalité, il n'agit jamais sans que les États-Unis soient au courant, comprennent et approuvent réellement.
Et nous en avons maintenant la preuve que les États-Unis utilisaient les négociations de cette manière. Donc, encore une fois, Pchesekin examine cela à travers le prisme d'Israël qui perturbe les discussions entre les États-Unis et l'Iran. Car l'Iran a effectivement des plans pour réduire et éliminer ces sanctions. C'est très important et tout à fait compréhensible. Mais bien sûr, nous devons ici aborder l'ensemble de la situation. Poursuivons donc. Selon les informations de la presse, vous avez retiré votre coopération à l'AIA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et j'imagine donc, il n'y a aucun moyen pour le reste du monde de savoir quelle quantité d'uranium vous enrichissez et dans quelle mesure, à quel pourcentage il est enrichi. Existe-t-il donc un moyen de vérifier et seriez-vous prêt à permettre à d'autres nations de vérifier que vous ne fabriquez pas d'armes nucléaires? Monsieur Carson, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous étions en plein milieu de discussions avec les États-Unis et que le président des États-Unis nous a invités à tenir de telles discussions afin d'instaurer la paix. Et on nous a dit, pendant le processus de ces négociations et discussions, que tant que nous ne donnions pas la permission à Israël, il n'allait pas nous attaquer. Et nous devions avoir le prochain cycle de discussion très bientôt. Mais au milieu de tout cela, soudainement, Israël a torpillé la table des négociations. Nous étions assis à la table des négociations quand cela s'est produit. Et en faisant cela, ils ont totalement ruiné et détruit la diplomatie. Et pour répondre à votre question concernant la surveillance ou la supervision de notre programme nucléaire, je voudrais dire que nous sommes prêts à en discuter. Nous n'avons jamais été la partie qui a fui la vérification. Nous sommes prêts à accepter ces surveillances. Mais malheureusement, à la suite des attaques illégales des États-Unis contre nos centres et installations nucléaires, de nombreux équipements et installations ont été gravement endommagés. Par conséquent, nous n'y avons plus accès. Nous ne pouvons pas non plus les voir. Et tant que cet accès ne sera pas rétabli, nous devons attendre de voir ce qui se passe et à quel point ils ont été endommagés, afin de pouvoir poursuivre cette supervision. C'était donc en réalité assez significatif à bien des égards, n'est-ce pas? Pchesekin a donc essentiellement admis là que les installations iraniennes ont été considérablement endommagées, à tel point que l'accès est difficile, ce qui complique la compréhension de l'ampleur des dégâts et du temps que cela retardera la production de cet uranium industriel. Mais, ce que Pchesekin n'a pas dit ici, c'est qu'en réalité, l'Iran avait évacué tout son uranium enrichi plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, avant l'attaque israélienne. Cela avait donc été anticipé. On savait qu'une attaque contre l'Iran allait avoir lieu. Il est probable que l'appareil militaire iranien savait qu'il y aurait de nombreuses attaques à venir, et il s'est donc préparé à l'avance pour s'assurer que son uranium enrichi soit protégé. Mais comme il l'admet ici, les installations ont été endommagées. En même temps, il est tout de même important de noter que la coopération de l'Iran avec l'AIEA a été complètement suspendue, et pour de bonnes raisons. Et ici, ce que fait le président iranien, Massoud Pezeshkian, c'est dire que l'Iran a agi de bonne foi lors de toutes sortes d'inspections nucléaires. Et c'est Israël, il cite particulièrement Israël, qui a sapé les négociations nucléaires. Et même si cela est factuel en soi, il faut tout de même souligner que les États-Unis et Israël collaborent pour faire en sorte que ce prétexte nucléaire ne soit pas seulement la principale force motrice d'une opération de changement de régime contre l'Iran, mais aussi pour assurer sa pérennité ici, n'est-ce pas? Et la présence du président Massoud Pezeshkian dans cette interview témoigne du fait que l'Iran a déjoué cette tentative de changement de régime à son encontre. Mais il faut aussi préciser que cette attaque contre l'Iran, le prétexte nucléaire n'est que cela, un prétexte. Donc bien sûr,
l'Iran fera tout ce qu'il doit faire, et tout ce qu'il fait selon le droit international, jusqu'au moment où sa souveraineté a été violée. Désormais, il ne peut plus y avoir le même type de coopération. Nous savons que le régime israélien a envoyé son propre réseau d'espions au sein de l'AIEA pour recueillir des informations. Et l'AIEA n'était pas seulement sans protection, mais elle collaborait et veillait à ce que ce type d'infiltration puisse se produire. Donc en réalité, ce à quoi nous assistons, c'est un monde complètement embrouillé, détruit, décimé, où il n'existe plus d'organisation d'inspection nucléaire. C'est véritablement un outil des États-Unis et d'Israël pour provoquer un changement de régime, en particulier contre l'Iran. Car pour être tout à fait honnête, nous ne voyons pas ces inspecteurs agir lorsqu'il s'agit des États-Unis ou du régime israélien. Je veux dire, ces pays possèdent non seulement des armes nucléaires, mais les États-Unis sont les seuls à les avoir utilisées. Et Israël, soyons honnêtes, Israël d'un point de vue moral et du droit international, n'a absolument aucune légitimité à posséder des armes nucléaires, compte tenu de la dangerosité de son régime, non seulement pour la Palestine, mais pour le monde entier. Votre gouvernement estime que l'AIEA espionnait le gouvernement iranien et transmettait des informations à Israël. Le croyez-vous? Et si oui, avez-vous des preuves que cela soit vrai, que le monde pourrait voir? Je voudrais vous dire que nous étions quelque peu pessimistes quant aux activités de l'AIEA, car nous avons constaté qu'Israël pouvait obtenir des informations grâce aux inspections menées par l'AIEA. Cependant, cela n'a jamais empêché l'AIEA de mener ses activités en Iran, et elle a eu un accès total pour superviser et surveiller nos installations nucléaires. Mais il y avait ce manque de confiance à la suite du dernier rapport de l'AIEA. Le type de rapport et la manière dont il a été rédigé ont en quelque sorte donné un prétexte au régime israélien et préparé le terrain pour leur attaque illégale et non autorisée contre nos installations nucléaires. Même après cela, l'AIEA n'a pas condamné ces attaques, ni tenté de les arrêter d'une quelconque manière, ce qui va à l'encontre du droit international. Et cela a entraîné une perte de confiance généralisée parmi les Iraniens, les législateurs iraniens et l'opinion publique ici. Donc avant de continuer, je tiens simplement à dire que c'est un euphémisme monumental. Bien sûr, la position du président est tout à fait correcte. Il y a eu une éradication totale de la confiance entre l'Iran, le peuple iranien, et la soi-disant Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Mais c'est encore pire que cela. Comme je l'ai dit, elle a littéralement été utilisée comme une arme pour mener des opérations de renseignement, assassiner des scientifiques nucléaires iraniens et effectuer ces frappes qui ont causé tant de dégâts aux infrastructures de l'Iran. Et les États-Unis préparaient le terrain sous l'administration Trump en utilisant ce type de discours pour justifier et utiliser les négociations elles-mêmes afin de préparer ce moment, qui d'ailleurs n'est pas terminé. Car nous savons que non seulement Netanyahou et Trump discutent d'un feu vert futur pour des attaques d'Israël contre l'Iran, mais nous savons aussi que, de Donald Trump à Lindsey Graham, en passant par l'ensemble de l'establishment de la politique étrangère américaine, ils parlent toujours d'un Iran nucléaire. Oh, nous ne savons pas, il leur faudra quelques mois, un an pour reconstruire. Mais à tout moment, ils peuvent relancer cela. Le but de la frappe menée par les États-Unis dans les derniers jours de la soi-disant guerre de 12 jours n'était pas d'éradiquer quoi que ce soit. Il ne s'agissait pas d'empêcher la bombe. Non, il s'agissait d'utiliser ce prétexte comme terrain d'essai pour voir à quoi ressemblerait une frappe et de continuer à envisager la possibilité d'utiliser Israël comme principal chien d'attaque pour affaiblir l'Iran, encore et encore, affaiblir l'Iran au fil du temps. Et les États-Unis intervenant en quelque sorte pour finir le travail, comme aiment à le dire tant de responsables de la politique étrangère américaine.
C'est donc effectivement une situation dangereuse. Vous avez suggéré que vous étiez désireux de résoudre vos conflits avec les États-Unis par la diplomatie et que cela a été compromis par la guerre. Seriez-vous prêt à relancer la diplomatie? Et pourriez-vous nous dire, de manière générale mais précise, quel type d'accord vous seriez prêt à accepter? Vous voyez, je suis convaincu que nous pourrions très facilement résoudre nos différends et nos conflits avec les États-Unis par le dialogue et la discussion. Et vous savez, le droit international pourrait servir de cadre ou de base à un accord. Je veux dire, c'est là que, regardez, je ne connais pas l'orientation politique de Massoud Pezeshkian ici. Je ne connais pas ses opinions politiques. Beaucoup de critiques disent qu'il est trop conciliant, qu'il est trop faible. Il ne fait pas ceci. Il ne fait pas cela. Écoutez, il est le président de l'Iran. Et lors de l'opération True Promise 3, et de ce que nous avons vu pendant cette guerre de 12 jours, il était tout à fait clair que la direction iranienne était très disciplinée, tout à fait capable de se défendre. Mais ici, ce genre de commentaire, je pense que c'est de la naïveté. Soyons honnêtes. L'idée que les États-Unis et l'Iran puissent se parler et parvenir à une sorte de soi-disant accord est une pure fiction. Les États-Unis, lors de cette guerre de 12 jours, ont complètement anéanti toute forme, comme je l'ai dit plus tôt, de confiance. Mais c'est pire que cela. Ce n'est pas seulement l'éradication de la confiance. C'est le fait que les États-Unis ont littéralement bombardé l'Iran. Une violation non seulement du droit international, comme le souligne Pezeshkian ici, mais aussi un acte de guerre. Ce qui ne fait que s'ajouter à l'ensemble de la guerre hybride menée contre l'Iran, des sanctions à l'accumulation militaire autour du pays, sans oublier, bien sûr, la campagne de relations publiques constante et incessante qui a précédé, ainsi que la collecte de renseignements et tout ce qui a mené à ces frappes. Donc, ici, Pezeshkian dit ce qu'un dirigeant doit dire lorsqu'il souhaite tellement, désespérément, pour être tout à fait franc, négocier avec les États-Unis pour mettre fin aux sanctions. Et la seule façon qu'un quelconque accord puisse un jour avoir lieu entre les États-Unis et l'Iran, c'est si les États-Unis se retrouvent dans une position tellement faible qu'ils sont obligés de se retirer du théâtre de conflit d'Asie occidentale, ce qui, soyons honnêtes, me semble hors de portée pour les États-Unis, compte tenu de leur soif impériale absolument dévorante pour cette région et de l'importance stratégique de celle-ci dans leur projet global de domination totale. Mais cela doit être couplé au fait que l'Iran dispose d'un levier de pression considérable, ce qui est le cas actuellement. L'Iran possède son stock de missiles. Il a évidemment démontré qu'il pouvait se défendre. Mais je ne crois pas que cela suffise à empêcher les États-Unis de faire ce qu'ils ont historiquement fait, encore et encore. Et nous entrons dans une période où les États-Unis, soyons francs et honnêtes, n'ont plus vraiment de bouton d'arrêt. Ils ne l'ont plus, s'ils l'ont jamais eu. Et cela est en grande partie dû au fait qu'ils perçoivent le monde comme un état de crise pour eux-mêmes. Parce que les États-Unis perdent de leur influence, perdent leur confiance, perdent leur domination, perdent leur puissance économique sur le globe. Par conséquent, ils dépendent totalement et entièrement de la puissance militaire. L'Iran continuera d'être ciblé de cette manière. Les droits de toutes les nations, y compris la nation iranienne, seraient respectés. Mais malheureusement, c'est Netanyahou qui a détruit ces efforts diplomatiques. Nous n'avons jamais voulu autre chose que le respect de nos droits légitimes, consacrés par le droit international. Mais comme je l'ai dit, c'est Netanyahou qui a apporté le trouble dans notre région
et qui attise l'agitation et les tensions dans la région. Comme je l'ai toujours dit, nous avons toujours recherché la paix. Cela a été ma devise, cela a été ma conviction, cela a été mon opinion sincère, que nous devons vivre en paix et en harmonie durant ce court et limité laps de temps que Dieu Tout-Puissant nous a accordé. Vivre en paix et en tranquillité avec tout le monde. Et tout le monde dans le monde devrait vivre ainsi. Mais je voudrais également, d'un autre côté, réaffirmer que notre peuple est suffisamment capable de se défendre en cas d'attaque, quel qu'en soit le type. Et je crois que le président des États-Unis peut très bien guider la région et le monde vers la paix et la tranquillité, ou au contraire, les entraîner dans des guerres sans fin. Avez-vous l'intention de reprendre les négociations avec les États-Unis, avec l'émissaire Steve Witkoff ou quelqu'un d'autre? Et sinon, que pensez-vous qu'il va se passer? Nous ne voyons aucun problème à reprendre les négociations. Mais avant cela, je dois vous rappeler qu'en raison des atrocités commises par le régime sioniste, par Israël, non seulement contre mon pays, mais dans toute la région, nous faisons aujourd'hui face à une crise. Les populations sont confrontées à une crise que nous devons surmonter. Nos commandants étaient hors service. Ils passaient la nuit chez eux avec leurs familles, mais ils ont été tués. Et cela est considéré comme un crime de guerre selon le droit international, car ils n'étaient pas en service, comme je l'ai dit. Nos scientifiques ont également été tués et assassinés avec leurs familles. Leurs épouses et leurs enfants ont aussi été tués. Des femmes enceintes et des enfants ont été tués lors des atrocités, dans les attaques du régime israélien. Simplement parce qu'ils voulaient tuer une seule personne, ils ont dû démolir et détruire tout un immeuble. En conséquence, de nombreuses personnes innocentes ont été tuées. Comme je l'ai dit, il y a cette crise que nous devons surmonter. Et il y a une condition, une disposition pour reprendre les discussions. Comment allons-nous faire confiance aux États-Unis? Encore une fois, nous reprenons les négociations. Alors comment pouvons-nous être certains qu'au milieu des discussions, le régime israélien ne recevra pas à nouveau l'autorisation de nous attaquer? C'est exactement ce que nous disons ici. C'est exactement ce que nous avons examiné ici. Et le président Raisi l'a dit clairement. Toute négociation avec les États-Unis devra se faire avec la garantie qu'il n'y aura pas d'attaque future, qu'il n'y aura pas d'agression, que les négociations ne seront pas utilisées comme prétexte pour mener une agression contre l'Iran. Mais pour être tout à fait honnête, et encore une fois, il faut simplement énoncer les faits, il n'y a aucune possibilité que ce soit le cas. Il n'y avait aucune possibilité de cela. Écoutez, l'Iran doit faire ce qu'il doit faire. L'Iran est sous sanction. L'Iran ne veut pas être sous sanction. L'Iran ne se soucie pas des armes nucléaires. Il n'essaie pas de construire une arme nucléaire. Ainsi, les négociations ne sont qu'un outil pour tenter d'obtenir certaines concessions afin de libérer le pays et le peuple iranien de l'impact des sanctions. C'est juste, et je ne condamnerai jamais l'Iran pour cela. Mais le fait est que les États-Unis, même avant que tout cela n'arrive, avant la guerre de 12 jours, avant l'arrivée de l'administration Trump au pouvoir, nous aurions déjà dû savoir que les États-Unis ne sont pas vraiment un partenaire ou un allié digne de confiance. On ne peut pas leur faire confiance dans ces discussions. Donald Trump lui-même a été celui qui a déchiré le JCPOA. C'est les États-Unis qui en sont responsables. Les accords nucléaires, même lorsqu'ils existaient sous l'administration Obama, nous savons qu'Obama a violé à plusieurs reprises l'accord sur les sanctions. Et cela s'est produit de façon répétée. Le cas de la RPDC, la Corée du Nord par exemple, dans les années 90, une chose similaire s'est produite. Les États-Unis ne signent pas vraiment de traités pour les respecter. Ils ne signent aucun accord pour s'y conformer. Les États-Unis, en tant qu'empire, ne veillent qu'à leurs propres intérêts, pas d'abord et avant tout,
mais uniquement. Ils ne considèrent toute forme de négociation, tout type d'accord, que comme un outil, une arme pour leur propre quête de domination totale. Et c'est ce à quoi l'Iran peut continuer à s'attendre. Alors qu'elle revient maintenant à une phase de tentative de négociation avec les États-Unis pour mettre fin à ces sanctions, elle doit également se préparer. Et je pense qu'elle s'y prépare. Nous avons entendu des rapports indiquant non seulement que l'Iran s'arme avec les chasseurs JC, Chengdu chinois, qui ont été si efficaces lors du conflit entre le Pakistan et l'Inde du côté pakistanais, mais nous avons aussi appris récemment par le Middle East Eye que l'Iran cherche à acquérir et potentiellement à acheter des systèmes de défense aérienne antimissiles auprès de la Chine également. Et bien sûr, cela marque un changement majeur dans un monde multipolaire, où désormais des pays s'arment et participent à des coopérations en matière de défense dans ce but. Donc, de grands développements. L'Iran doit clairement se préparer à une guerre longue. Il semble que c'est exactement ce qu'il fait. Croyez-vous que le gouvernement israélien a tenté de vous assassiner? Oui, ils ont essayé. Et ils ont agi en conséquence, mais ils ont échoué. En tant que véritable croyant, je pense qu'il appartient au Tout-Puissant de décider quand une personne mourra ou non. Si telle est sa volonté, si telle est la volonté de Dieu Tout-Puissant, alors vous pouvez mourir même en marchant librement dans la rue. Mais je voudrais vous dire que je n'ai pas peur de me sacrifier pour défendre mon pays, pour préserver et défendre la souveraineté, la liberté et l'indépendance de mon pays. Je suis prêt à donner ma vie, à verser mon sang pour cela. Et personne ici, je veux dire aucun des responsables du gouvernement, n'a peur de perdre la vie en défendant le pays. Mais est-ce que cela apportera la sécurité dans la région? Je veux dire, l'effusion de sang. Encore plus d'effusion de sang, l'assassinat, le meurtre d'autrui. Cela apportera-t-il la paix, la tranquillité et la stabilité dans la région? Avec tout le respect que je vous dois, pouvez-vous nous dire comment vous savez que vous étiez une cible d'assassinat? Il y a une semaine et demie, je ne crois pas avoir vu cela confirmé nulle part. Comment êtes-vous certain qu'ils ont essayé de vous tuer? Bien sûr, ce n'étaient pas les États-Unis qui étaient derrière la tentative. Nous savons qu'Israël, avec la collaboration des États-Unis, vient de mener une frappe majeure de décapitation contre l'Iran, tuant presque tous ses principaux généraux et membres des gardiens de la Révolution, et ciblait activement des actifs iraniens. Aucune ironie là-dedans. Le soi-disant ministre de la Défense d'Israël a déclaré clairement qu'Israël poursuivait l'ayatollah Khamenei. Et alors, qu'a fait Donald Trump? Au moment où le cessez-le-feu, qui est en réalité une cessation des hostilités, a été annoncé, il a publié une reprise de Barbara Ann des Beach Boys, ou peu importe son nom, sur l'air de Bom 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 Iran. Et dans cette version, les paroles disaient textuellement que l'ayatollah allait être mis dans une boîte, c'est-à-dire tué. Donc les États-Unis et Israël essayaient littéralement de mener un changement de régime ici. Tucker Carlson devrait poser cette question. Mais bien sûr, en ce qui concerne la possession ici, je ne crois pas que ce soit exact en fait. Mais il affirme que les États-Unis n'étaient pas derrière tout cela. Soyons honnêtes. Il n'y a absolument aucune chance que, si le Mossad ou les forces militaires israéliennes menaient une frappe de décapitation et tentaient de traquer l'ayatollah Khamenei, les États-Unis ne soient pas impliqués. C'est totalement impossible. C'était Israël. Ce n'était pas une réunion. Nous discutions des moyens d'avancer, mais, grâce aux renseignements de leurs espions, ils ont tenté de bombarder la zone où nous tenions cette réunion. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, c'est Dieu qui décide du moment où une personne mourra et quittera cette vie. Et encore une fois, je tiens à souligner que nous n'avons pas peur du martyre. Nous n'avons pas peur de sacrifier nos vies pour notre peuple.
pour notre indépendance. Et je voudrais vous dire que cette guerre imposée par le régime israélien n'a eu qu'une seule conséquence: davantage de solidarité et d'unité parmi le peuple iranien. Cela a prouvé une fois de plus que les Iraniens, où qu'ils se trouvent dans le monde, tiennent à leur pays, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de leur patrie. Comme je l'ai dit, cela a renforcé notre solidarité et nous a encore plus unis grâce à cet acte d'agression du régime israélien. Ma proposition est que l'administration américaine s'abstienne de s'impliquer dans une guerre qui n'est pas la sienne, qui n'est pas la guerre de l'Amérique. C'est la guerre de Netanyahou, qui poursuit ses manigances diaboliques dans toute la région. Il a son propre agenda. Il a son propre agenda, je parle de Netanyahou, un agenda inhumain. Et cet agenda consiste à entretenir des guerres sans fin, des guerres qui n'en finissent jamais. Voici donc ma proposition aux États-Unis. Ne pas se laisser duper par Netanyahou. Ne pas se laisser entraîner dans ce genre de guerre. Encore une fois, on voit ici la manière dont on présente la situation, comme si Israël agissait vraiment seul et que les États-Unis n'étaient pas impliqués. Là encore, il faut prendre cela avec des pincettes. Il s'agit d'ouvrir un espace, quel qu'il soit, pour négocier la levée des sanctions. Je ne crois pas que cet espace existe, mais je comprends pourquoi le gouvernement iranien, pourquoi le président Raisi voudrait explorer cette voie face aux sanctions. Maintenant, ce qui était une tentative ratée de changement de régime par les États-Unis, soyons aussi honnêtes ici, pour être juste envers Raisi, les États-Unis et Israël, à ce stade, s'ils devaient mener à nouveau une opération de ce type prochainement, ils se feraient plus de tort à eux-mêmes qu'à l'Iran. L'Iran a prouvé, comme l'a dit Raisi ici, qu'il y a une solidarité parmi le peuple iranien. L'Iran dispose de capacités de défense, et ces capacités de défense pourraient frapper Israël à nouveau. J'ai entendu dire que selon les estimations, entre 5% et 25% du stock de missiles iraniens a été épuisé en ces 12 jours. Cela signifie donc que l'Iran dispose de nombreuses options pour poursuivre son opération. Vraie promesse, ou quel que soit le nom qu'ils lui donneront la prochaine fois. Cela pourrait se reproduire, et nous avons vu ce qui est arrivé à l'Institut Weizmann, à Haïfa, à Tel Aviv. Nous savons que les destructions se chiffrent en milliards pour Israël. Nous savons qu'Israël a épuisé ses systèmes de défense aérienne en seulement 12 jours, et que la situation serait encore pire la prochaine fois. Donc, encore une fois, même si l'on peut critiquer Raisi, et je comprends d'où viennent les critiques concernant les négociations avec les États-Unis, il n'est peut-être pas tout à fait exact de rejeter toute la faute sur Israël. Mais en même temps, je comprends les manœuvres politiques ici et la façon dont l'Iran aborde désormais cette question depuis une position de force. Je tiens également à saluer Pezeshkian pour avoir reconnu que les Iraniens, l'armée iranienne, le peuple iranien ont effectivement les capacités de se défendre. Et c'est un point très important à souligner. 2 ayatollahs iraniens ont émis des fatwas contre Donald Trump. Qu'est-ce que cela signifie exactement et qu'en pensez-vous? À ma connaissance, ils n'ont pas émis de décret ou de fatwa contre un individu ou contre Donald Trump. Et tout d'abord, cela n'a rien à voir avec le gouvernement iranien ou avec son éminence, le guide suprême de l'Iran. Ce qu'ils entendaient réellement par fatwa, c'était une condamnation ou une prise de position de personnalité religieuse. Et ils disaient en fait que c'est déplorable, que c'est inacceptable. Donc ce n'était pas dirigé contre le président des États-Unis ou toute autre personne. Il peut y avoir des gens avec leurs propres idées et opinions, mais je peux vous assurer que le sens de cette fatwa ne doit pas être interprété ou considéré comme une menace contre un individu. L'Iran a-t-il déjà soutenu une tentative d'assassinat contre Donald Trump? C'est précisément ce que Netanyahou essaye de laisser entendre
et de faire croire à votre peuple ou au président de votre pays. Mais c'est faux, car Netanyahou, comme je l'ai dit, a son propre agenda. Il veut entraîner les États-Unis dans des guerres sans fin, comme je l'ai dit, et apporter plus d'insécurité, d'instabilité et de troubles dans toute la région. Il y a un certain nombre, un grand nombre même, de ressortissants iraniens vivant aux États-Unis. Certains ont affirmé qu'ils étaient, je cite, des cellules dormantes, c'est-à-dire des terroristes agissant sur ordre de votre gouvernement. Feriez-vous, à l'instant même, une déclaration à l'intention des citoyens iraniens vivant aux États-Unis pour leur demander de ne pas commettre d'actes de violence aux États-Unis? Merci de me l'avoir dit. C'est la première fois que j'entends cela, de vous ou de qui que ce soit. Vous savez, les Iraniens sont connus pour leur savoir, pour leur science, pour leur courtoisie, pour leur civilisation. Avez-vous vu autre chose de leur part? Un autre type de comportement? Un comportement violent? Quelqu'un a-t-il déjà vu cela de leur part? Oui, absolument. Comme je l'ai dit, c'est ce qu'Israël essaie de vous faire croire. Il propage l'idée que les Iraniens pourraient être capables de faire une telle chose. Mais c'est totalement faux, car par nature, les Iraniens sont favorables à la paix et à la tranquillité. Ils essaient en réalité d'influencer l'esprit des décideurs et du peuple des États-Unis pour les effrayer et les pousser à s'impliquer dans ma région. Cela n'apportera aucun avantage aux États-Unis. Il n'est pas dans l'intérêt des États-Unis de s'impliquer dans une quelconque guerre dans ma région. Tucker Carlson, je comprends pourquoi il doit aborder ce sujet et pourquoi il en parle, car c'est ce que disent tout le temps les médias traditionnels. C'est ce que Washington diffuse et propage, cette propagande. Mais encore une fois, c'est le monde fantaisiste dans lequel les États-Unis sont contraints de vivre, car l'establishment de la politique étrangère et les élites qui le contrôlent ont des intérêts tellement liés à la domination totale de cette région. L'Iran est perçu comme la grande menace ici, en raison de sa souveraineté, de son rôle dans le monde multipolaire et de son soutien indéfectible à la Palestine et à la résistance. L'Iran est persona non grata. Il doit être éliminé et éradiqué. Donc bien sûr, l'establishment de la politique étrangère américaine doit inventer toutes sortes d'histoires étranges sur l'Iran. Ils l'ont fait avec la Russie. Ils l'ont fait avec la Chine. Guerre de propagande. Propagande d'atrocité. Mais ici, avec l'Iran, c'est complètement un monde de fantasmes. Car vous pouvez chercher autant que vous voulez, essayez de trouver toutes les preuves et tous les rapports possibles. Vous ne trouverez pas de rapport crédible sur une quelconque attaque terroriste de cellules dormantes. Et bien sûr, tous les doutes et les discussions sur des tentatives d'assassinat contre Trump et des attaques contre Trump depuis l'Irak proviennent uniquement de sources du renseignement. Probablement la CIA, probablement le Mossad, probablement l'une de ces agences américaines à 3 lettres, qui font cela dans l'intérêt d'une guerre sans fin. Donc cette question en elle-même, je veux dire, c'est une réponse très facile pour le président Raisi, et je dirais qu'elle est 100% vraie en ce qui concerne la façon dont un dirigeant comme lui agit. Je comprends pourquoi il parle ainsi. Il veut rompre la possession. Il veut briser ce lien que les Américains peuvent encore avoir, peut-être certains qui regardent l'émission de Tucker Carlson, d'unité et de partenariat avec Israël. Il veut que les gens aux États-Unis voient qu'Israël n'agit pas dans leur intérêt. Donc, à cet égard, c'est compréhensible. D'un autre côté, bien sûr, je ne suis pas forcément d'accord à 100% avec l'idée selon laquelle Israël entraîne les États-Unis dans la guerre. Les États-Unis sont en guerre en Asie de l'Ouest depuis des décennies et des décennies. Et cela n'a même pas commencé avec la guerre contre le terrorisme. L'Iran a une histoire et une connaissance profonde de cela, étant donné qu'en 1953, la CIA a joué un rôle clé
en collaboration avec ses homologues britanniques, pour renverser le gouvernement iranien. Ce n'était pas il y a si longtemps, c'était pendant la période révolutionnaire en Iran, que l'Iran entretenait des relations avec Israël, des relations commerciales avec Israël, et aurait même acheté des armes à Israël. Que s'est-il passé? Comment cela a-t-il changé? Qui a changé cela? Et pourquoi cette relation a-t-elle changé? Vous savez, Israël est lui-même responsable, car il suffit de regarder ce qu'ils ont fait ces dernières années en Palestine, à Gaza, ce que Netanyahou a fait, tuer des femmes et des enfants, bombarder des écoles et des hôpitaux, ainsi que des zones civiles et résidentielles. C'est rien de moins qu'un génocide à grande échelle là-bas. Ils ont bloqué l'entrée de nourriture et de médicaments, de toute forme d'aide humanitaire, à Gaza. Cela a donc eu un impact négatif sur la façon dont mon pays et toute la région perçoivent Israël. Je veux dire, ce sont leurs propres comportements et leurs propres actions qui sont en cause, car ce qu'ils font dans ma région est inacceptable. À ma connaissance, nous n'avons jamais reçu aucun type d'arme d'Israël. Et je voudrais vous dire qu'à cette époque déjà, nous ne voulions pas d'armes, nous ne voulions pas de guerre, nous ne voulions pas combattre les Irakiens. C'était une guerre qui nous a été imposée. Et tout comme cette guerre nous a été imposée par le régime israélien, nous n'avons pas attaqué Israël. Ce sont eux qui nous ont attaqués. Pouvez-vous imaginer, à l'issue d'échanges diplomatiques avec les États-Unis, un monde dans lequel les entreprises américaines investissent à nouveau en Iran? Les sanctions sont levées et il y a la paix dans la région. Est-ce là votre objectif? Et pensez-vous que c'est possible? Vous savez, dès le tout début de mon mandat, j'ai d'abord essayé d'instaurer une solidarité nationale et une plus grande unité parmi le peuple iranien. Ensuite, nous avons cherché à améliorer nos relations avec nos voisins, les pays limitrophes de l'Iran. Puis j'ai eu cette discussion avec son éminence, le guide suprême de l'Iran, au cours de laquelle son éminence a souligné qu'il n'existe aucune limitation et rien n'empêche les investisseurs américains de venir en Iran et d'y investir, même actuellement. Il n'y a jamais eu de restrictions. Rien ne les empêche de venir en Iran. Et c'est la conviction du guide suprême de l'Iran. C'est un point important, n'est-ce pas? L'Iran n'impose pas de sanctions aux États-Unis. Ce sont les États-Unis qui imposent des sanctions à l'Iran. En réalité, la question que Tucker Carlson devrait se poser, et c'est là ma critique envers Tucker Carlson, et j'en ai beaucoup à son égard, car je constate une certaine glorification de Tucker Carlson, c'est que cela enlève de la valeur au travail acharné de tant d'analystes et de journalistes indépendants. Ceux qui voyagent en Russie, qui parcourent le monde multipolaire, l'Iran, la Chine, ceux qui tissent de véritables liens entre les peuples, qui ne cherchent pas seulement à promouvoir un récit, mais à mettre en avant des faits et des analyses qui construisent un récit contre la propagande belliciste, contre l'expansionnisme américain, contre l'impérialisme américain, contre l'empire américain, et bien sûr, contre l'agression israélienne, le sionisme, etc. Cela minimise leur travail. Et Tucker Carlson, bien sûr, en raison de sa notoriété et de sa longue carrière de journaliste à Fox News et ailleurs, obtient un accès que d'autres n'ont pas. Mais dans ce sens, très souvent lors de ces interviews, il y a beaucoup de temps perdu. Et je pense que cette question est une perte de temps à poser. Car le problème ne vient pas de Massoud Pezeshkian, ni du gouvernement iranien, ni de l'Iran. Ce ne sont pas eux qui imposent des sanctions aux États-Unis. Ce sont les États-Unis qui leur imposent des sanctions. Les États-Unis affament l'Iran. Les États-Unis essayent d'affamer l'Iran. Ils n'y parviennent pas forcément, mais ils essaient de couper et d'isoler l'Iran, parce que l'objectif global est un changement de régime. Donc Tucker Carlson devrait maintenant appeler Donald Trump ou Steve Witkoff. Je sais qu'il a interviewé Steve Witkoff, mais il n'a pas posé ces questions. Allez-vous lever les sanctions contre l'Iran?
Non, il n'a pas dit ça. Peut-être devriez-vous lever les sanctions contre l'Iran. Pourquoi ne le feriez-vous pas, n'est-ce pas? Ces questions difficiles ne sont en réalité jamais posées. En fait, dans l'interview de Witkoff, beaucoup de gens l'ont souligné, et je n'ai même pas pu regarder la plupart de l'entretien, parce que Witkoff ne faisait que promouvoir des arguments sionistes, et très peu de ses propos étaient remis en question. Tucker Carlson devrait donc utiliser sa stature médiatique actuelle pour commencer à poser exactement ces mêmes questions. Mettons fin aux sanctions contre l'Iran. Faisons-le. Pourquoi pas? À quel intérêt cela répond-il? Tucker Carlson est clairement opposé à une guerre contre l'Iran. Je le félicite pour cela. Mais pourquoi ne pas aller plus loin et dire que le meilleur chemin vers la paix est de lever ces sanctions? Les sanctions ont eu cet effet contre la Russie. Tucker Carlson s'est exprimé contre la guerre menée contre la Russie et contre les sanctions imposées à la Russie. Il faut poser cette question aux responsables américains et se montrer tout aussi exigeant. Encore une fois, je voudrais vous dire que c'est Israël qui ne veut pas que de telles choses se produisent dans la région. Israël ne veut pas voir la paix et la tranquillité dans la région. Mais je voudrais répéter une fois de plus que le président des États-Unis, M. Trump, est suffisamment capable de guider la région vers la paix et un avenir meilleur, et de remettre Israël à sa place, ou de le faire tomber dans un gouffre sans fin, ou un marécage. Et c'est une guerre dans laquelle Netanyahou veut entraîner les États-Unis, ou le président américain. Il appartient donc au président des États-Unis de choisir la voie dont je vous ai parlé. Et comme je vous l'ai dit, rien n'empêche les activités commerciales, industrielles ou économiques des hommes d'affaires et investisseurs américains. Et bien sûr, s'il y avait une limitation, elle était causée par les sanctions américaines, pas par nous. Monsieur le Président, ma dernière question. Si nous nous retrouvons dans une guerre plus large, l'Iran pourrait-il, pouvez-vous attendre une assistance de la Russie et de la Chine, une aide militaire et économique de la part de vos alliés, la Russie et la Chine? Nous avons toujours mis notre confiance en Dieu, et en Dieu nous avons confiance, et nous sommes suffisamment capables de nous défendre, de tenir debout par nous-mêmes, et de défendre notre pays, notre intégrité territoriale, jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Comme je l'ai dit à maintes reprises, nous ne voulons pas de guerre. Nous ne voulons pas développer d'armes nucléaires. Et cette fausse image, cette mentalité erronée, créée dans l'esprit des décideurs et responsables américains, est due aux manigances diaboliques instigées par Netanyahou et le régime israélien, et à ces politiques fondées sur la recherche de la guerre. Et le président des États-Unis devrait savoir qu'une nouvelle guerre ne ferait qu'accroître l'instabilité au Moyen-Orient. Ce ne serait ni dans l'intérêt, ni à l'avantage du président des États-Unis ou du gouvernement américain d'aller dans cette direction. Au contraire, ils doivent choisir la paix et la tranquillité, ce que je recherche, ainsi que mon gouvernement et mon pays. Comme je l'ai dit, je crois que le président des États-Unis est suffisamment puissant pour remettre Israël et Netanyahou à leur place, pour les contenir et pour remplacer la bellicosité, l'effusion de sang et les conflits par la paix et la tranquillité. Et il n'a pas répondu à cette question. C'est compréhensible d'un certain point de vue, dans la mesure où les médias occidentaux traditionnels, nous savons que Tucker Carlson a été fortement attaqué par des influenceurs sionistes, et les médias occidentaux n'ont pas vu cette interview d'un bon œil. Il est donc compréhensible que le président iranien n'ait pas répondu de manière affirmative à la question. Oui, la Russie et la Chine vont nous aider ou non. La Russie et la Chine ne vont pas nous aider. Pourquoi? Parce que, quelle que soit sa réponse, cela déclencherait une guerre narrative majeure qui verrait ce genre de déclaration, ce type d'information, comme des raisons d'escalader, de diaboliser, d'accentuer l'atmosphère de guerre froide.
to elevate the kind of Cold War atmosphere. And it's quite obvious that President Pezeshkian of Iran. Et il est assez évident que le président Raïssi d'Iran s'adressait surtout aux Américains susceptibles de regarder l'interview. Tout cela est compréhensible. Dans ce sens, il est important de préciser pour ma part que je suis entièrement d'accord avec la souveraineté inébranlable de l'Iran et j'admire sa détermination ainsi que son orientation vers un cadre politique presque autarcique et indépendant. C'est très admirable. Et honnêtement, ce n'est pas seulement admirable, c'est aussi quelque chose que l'Iran a dû faire, compte tenu de la guerre économique qui lui a été menée et imposée par les États-Unis. Cependant, cela étant dit, il est essentiel que, et je ne me retiendrai jamais sur ce point, il est crucial que l'Iran, la Russie, la Chine et le reste du monde multipolaire poursuivent et accélèrent cette intégration et commencent à se préparer à le faire également dans le domaine militaire, de manière à éviter de déclencher nécessairement une guerre avec les États-Unis. Je comprends la volonté d'éviter une guerre avec les États-Unis. Je comprends le désir d'assurer la stabilité et de rejeter les mentalités de bloc, d'alliance et tout cela. Cependant, ce que la guerre de 12 jours nous a montré et a démontré au monde, c'est que les États-Unis et Israël ne craignent pas de faire l'impensable, même si cela leur est préjudiciable, afin de poursuivre des objectifs qu'ils considèrent comme de plus en plus hors de portée. Par conséquent, le temps, le sablier, dont l'Empire américain dispose pour lui-même et pour le régime israélien, est en train de s'écouler, car ces deux entités sombrent ensemble. Tous deux considèrent ce moment historique comme crucial pour une escalade. Il sera donc important que ces nations, ces pays et ces modèles de développement et les modèles qu'ils poursuivent, le modèle multipolaire, se renforcent. Et cela devra se faire sur le plan militaire. Il n'y a pas moyen d'y échapper, car c'est l'arme principale que les États-Unis vont utiliser. On peut discuter toute la journée du fait que les États-Unis ne peuvent pas mener de guerre conventionnelle contre aucun de ces pays, mais ils combattront de toutes sortes d'autres manières pour y parvenir. Et cela n'exclut pas, ou ne met pas de côté, l'option nucléaire. Ces pays doivent donc coopérer militairement. Et c'est pourquoi nous avons assisté à une coopération autour de phénomènes comme les révolutions de couleur et à une défense accrue de la souveraineté nationale. Et cela est d'une importance cruciale. L'Iran a désormais une tâche immense devant lui pour y parvenir. Mais cette interview, pour résumer, était surtout destinée à l'Iran qui s'adressait aux Américains qui regardent Tucker Carlson. L'accent était mis sur la tentative de briser ce lien qui peut encore exister, d'une manière ou d'une autre, chez les téléspectateurs de son émission avec Israël, afin de montrer qu'Israël est en réalité un élément déclencheur de la guerre contre l'Iran et que le changement de régime en Iran n'est pas dans l'intérêt du peuple américain. De ce point de vue, l'interview a été un succès. Mais, là où cette interview n'a pas forcément été réussie, tant du côté de Tucker Carlson que du président iranien, c'est à mon avis dans la démonstration de la situation réelle dans laquelle nous nous trouvons. La vérité, c'est que les États-Unis ils ne restent pas en retrait. Ils ne sont pas capables, sous Trump ou sous n'importe qui d'autre, de négocier de bonne foi et de manière équitable avec l'Iran, car l'objectif global est le changement de régime. Et cet objectif n'est pas simplement une sorte de poursuite, un passe-temps auquel s'adonnerait l'establishment de la politique étrangère américaine, qu'il pourrait simplement abandonner en disant « Bon, on va faire autre chose maintenant ». Non, cela fait partie d'un projet, une domination totale, qui vise les plus grands, les plus solides maillons du système mondial multipolaire. La Chine, avec son économie socialiste planifiée, la Russie, avec son économie et son armée fortement centralisées et dirigées par l'État, et on peut en dire autant de la Chine,
puis l'Iran, avec sa souveraineté inébranlable, son engagement envers le développement endogène et sa capacité à se développer de manière à la fois connectée au reste du monde, car l'Iran l'a fait. Regardez ce qu'il a accompli avec la Chine en matière de commerce pétrolier pour le développement économique. Et regardez ce qu'il a fait avec son programme de missiles balistiques. Voyez comment il a réussi à rester debout malgré des sanctions paralysantes. Tout cela indique de gros problèmes, un grand danger pour les États-Unis dans leur capacité à atteindre leur objectif dans cette région, qui est l'instabilité, le chaos et la division. Cela permet, comme nous l'avons vu au fil des siècles, la partition et la capacité pour les États-Unis et leurs alliés, ici leur avant-poste militaire qu'est Israël, d'atteindre leurs objectifs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le chaos, l'instabilité et les divisions qu'ils créent causent des ravages en Israël. La région se retourne violemment contre eux. Et c'est vrai partout dans le monde. C'est donc un fait clé. Il faut se rappeler qu'ici, l'Iran a remporté une victoire majeure contre à la fois les États-Unis et Israël. Mais cette victoire n'est qu'une partie, ou on pourrait dire juste une étape, dans cette longue histoire d'agression contre l'Iran. C'est une nouvelle avancée vers la victoire totale pour l'Iran et le monde multipolaire. Mais il faut l'envisager avec une extrême prudence, étant donné que les États-Unis, jusqu'à présent, sont limités d'une certaine manière, que ce soit sur le plan international ou national. Ils sont freinés par la capacité des peuples à développer une alternative différente, une nouvelle alternative à la domination du capital rapace et à la guerre sans fin. Tant que cela n'arrivera pas, nous ne verrons pas la fin de cette opération de changement de régime. Non. En fait, nous sommes partis pour une guerre de changement de régime pour un certain temps encore, et nous devons rester attentifs à cela. En effet, Tucker Carlson a rendu service en montrant qu'il est essentiel d'obtenir le point de vue iranien. Mais à bien des égards, cet entretien ne parvient pas à révéler la réalité et la vérité de ce qui se passe ici. C'est pourquoi nous avons dû y réagir, et c'est pourquoi il est important, alors que nous entrons dans la prochaine phase de cette guerre, de continuer à faire en sorte que les gens comprennent ce qui est réellement en jeu ici. À bien des égards, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le développement, ni seulement la capacité des gens à vivre en harmonie et dans la prospérité, à mettre fin aux fléaux du monde, comme la pauvreté et la guerre, à mettre fin à ce type d'exploitation, mais aussi l'existence humaine elle-même, à bien des égards.